Moi, je suis pédopsychiatre hospitalier. J'ai travaillé en banlieue parisienne, ensuite dans une unité d'hospitalisation pour enfants à Lyon, et puis depuis très peu de temps pour la MGEN, un centre pour adolescents à la montagne. Je suis venu à m'intéresser aux questions d'effet des écrans, des écrans au sens large sur le développement psychologique des enfants du fait de mon métier en fait, de pédopsychiatrie, consultation en banlieue parisienne initialement. Il faut voir que les motifs de consultation, c'est quand même énormément à l'heure actuelle troubles du comportement, troubles des apprentissages, troubles de l'attention. Vraiment au premier rang, troubles des comportements, autrement dit agressivité de l'enfant avec les pères la plupart du temps, avec les parents parfois. Et puis c'est vrai que les problèmes attentionnels et d'apprentissage viennent en général après, enfin ou avec, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus fréquent. Et puis évidemment il y a les raisons rares et graves de consulter comme autisme ou vous voyez des choses complètement différentes. Et donc c'est à cette époque-là que j'ai commencé à regarder la littérature, la recherche sur les effets de l'exposition, en particulier aux jeux vidéo violents. Alors, par rapport au sujet de vos 2 journées, je pense qu'il y a plusieurs sujets. Évidemment, il y a la question de savoir si le numérique va être une révolution dans l'éducation. Et puis, il y a évidemment ce que font les enfants la plupart du temps quand ils sont sur des ordinateurs. Et c'est bien évident que ce n'est pas des logiciels éducatifs. Donc, voilà, je pensais que c'était important de situer le biais par lequel moi j'ai abordé ces questions-là dans un premier temps. Puis ensuite, je vais essayer de vous resituer le parcours qui, en fait, de proche en proche, m'a amené peut-être un peu plus à m'intéresser à la question du numérique dans l'éducation. Mais c'est vrai qu'initialement, c'était plutôt, est-ce qu'il y a une probabilité faible, nulle ou pas, pour que le fait d'utiliser certains jeux vidéo, par exemple, à forte dose chez mes petits patients, est-ce que ça pouvait expliquer, pour une part, le niveau de violence qu'ils exprimaient dans la cour de récréation? Deuxième chance. On va essayer, ouais. Je peux le fixer, comme ça? Normalement, oui. Chic. Alors, c'est bien là. Voilà. Alors, à l'époque, j'étais donc dans le 93, je travaillais à Noisy-le-Grand, l'endroit où travaille toujours Sabine Duflo, que vous allez rencontrer tout à l'heure, qui est psychologue. Et j'ai abordé la question, en plus de la rencontre avec mes petits patients, par deux biais, qui étaient d'aller regarder la recherche scientifique sur le sujet. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses. Et d'aller aussi en discuter, j'avais été en discuter avec des vendeurs de jeux vidéo, pour savoir un peu ce qu'ils constataient, eux, des pratiques, des achats, des parents, etc. Et j'avais été très surpris. Alors, cette discussion avec les vendeurs de jeux vidéo, ça m'avait amené à faire une petite vidéo qui est sur Internet, qui est sur YouTube. Je le dis, s'il y a des gens que ça intéresse. Ça dure une vingtaine de minutes. Ça s'appelle DS, Xbox et Xbox et PlayStation. Enfin, c'était des jeux de mots sur la DS, la Xbox et la PlayStation. Voilà. Mais donc ça se trouve en particulier avec le petit site qu'on a fait il y a quelques temps avec Sabine, Neuroscience Fiction. Et donc, ce qui m'avait frappé, c'était de voir que des jeunes qui vendaient des jeux vidéo, eux-mêmes, ils étaient parfaitement réalistes sur les effets, sur le côté totalement inadapté pour des enfants de ce qu'ils vendaient. Parfois, ils me disaient qu'ils allaient voir les parents, et puis, en général, les parents leur répondaient « oui, mais vous savez, avec ce qu'ils regardent à la télé, etc. » En fait, les parents banalisaient énormément. Donc, j'ai prévu un moment de montrer 3 minutes d'extrait d'un des jeux les plus vendus. Alors c'est vrai que je les ai choisis, les extraits, pour être un peu marquants, mais en même temps, je pense que c'est pas non plus... le caractère grossièrement inapproprié pour la tranche d'âge dont je m'occupais, c'est-à-dire école primaire et éventuellement début du collège, et en général parfaitement apparent. Il me semble que c'est important de montrer ces images aussi parce que je me suis aperçu que tout dépend du milieu social, mais en fait, beaucoup de gens devant lesquels j'étais amené à parler de ces choses-là ne se rendaient juste pas compte de quoi il était question. Évidemment qu'il y a des gens qui connaissent, qui jouent, etc. Mais bon, voilà, il y a des biais de recrutement qui font que c'est pas toujours très connu. Peut-être je vous montrerai ces images tout à l'heure, mais en tout cas, je me suis aperçu que la recherche était assez unanime, c'est-à-dire que s'il y a un effet de la violence dans les jeux, d'ailleurs à la télé, c'est plutôt d'augmenter l'agressivité. Vous voyez, d'augmenter l'agressivité, d'augmenter les incivilités, d'augmenter ce genre de choses.
Et contrairement à ce qu'on entendait encore beaucoup à l'époque par certains de nos grands spécialistes d'ailleurs francophones, il n'y a pas d'effet cathartique. Vous voyez, c'était pas plus on voit de la violence sur les écrans et plus on est paisible et peace and love dans la vie, quoi. Ça, c'est un effet qui n'a jamais été observé par aucun chercheur. Mais bizarrement, il y avait des gens qui avaient cette croyance. Voilà. Un autre sujet que j'ai trouvé rapidement très intéressant, c'est, vous connaissez hein, la problématique du trouble hyperactivité avec déficit de l'attention. Donc on a mis la déficit de l'attention au centre d'un concept qui serait l'enfant agité et qui est impulsif. Alors mon propos, c'est pas de dire que tous les enfants agités le sont parce qu'ils jouent aux jeux vidéo, ce serait ridicule. Mais par contre, c'est vrai quand on regarde de près ce concept de TDAH, on se rend quand même compte qu'il a quelques fragilités. Hein. Il est défini uniquement sur des symptômes d'enfant, dont on sait qu'ils peuvent être dus à énormément de choses. On peut trouver des tas de facteurs environnementaux, familiaux. Il y a des gens qui disent que c'est très génétique. Même cette phrase est extrêmement discutable parce que l'héritabilité génétique, c'est pas du tout une causalité directe. Ça n'exclut pas l'interaction avec l'environnement, les interactions génome-environnement. Et il y a de bons arguments, épidémiologiques en particulier, pour dire que les enfants qui sont les plus en difficulté de fixer leur attention, enfin que parmi ceux qui passent le plus de temps devant les écrans, la difficulté à fixer l'attention est plus importante. En plus, il y a une fragilité constitutive à ce concept d'attention, si vous voulez, c'est que les chercheurs de l'attention savent mesurer un truc qu'ils appellent l'attention, avec plusieurs variables, en général des tests informatisés, et les cliniciens, les psys, ils parlent d'enfants agités et ils appellent ça un trouble de l'attention. Mais le recouvrement entre les deux, il est modeste. C'est-à-dire que certains enfants agités n'ont pas de trouble de l'attention, certains enfants avec des troubles de l'attention ne sont pas agités. Et surtout, ce concept clinique de trouble hyperactivité avec déficit de l'attention, il est aussi difficile à dissocier d'autres concepts qui seraient simplement, par exemple, la motivation. Vous voyez, on n'en parle pas forcément, mais c'est pas forcément facile à séparer l'un de l'autre. Hein. Par exemple, un enfant qui aurait juste un trouble attentionnel sans hyperactivité, le truc qu'ont plutôt les filles en général, en fait c'est la petite fille rêveuse, mais c'est vrai que si elle n'est pas motivée par ce qu'elle apprend, parce qu'elle a des soucis, parce que ça ne l'intéresse pas, parce que tout ça, cliniquement elle va avoir les symptômes de ce qu'on appelle un trouble hyperactivité avec déficit de l'attention sans hyperactivité. Autrement dit, elle a du mal à se concentrer. Bref, il y a une fragilité de tous ces concepts, on comprend quand même quelle est leur utilité au niveau clinique, hein, c'est-à-dire que en général les enfants viennent vous consulter parce que le problème il a une telle importance qu'il gêne beaucoup l'enfant dans son fonctionnement, même le mot est pas beau, mais dans sa vie sociale, familiale, scolaire, etc. Encore une fois, mon propos n'est pas de dire que tous les problèmes sont liés à la fréquentation d'écran. Par contre, il existe un certain nombre d'études épidémiologiques assez bien faites qui montrent que plus on fréquente d'écran avant l'école primaire, plus on va être agité et en difficulté agité. C'est au niveau du primaire. Ensuite, on prend des enfants de primaire, on regarde la quantité d'écran et on regarde au collège et on se rend compte que plus, en contrôlant avec le niveau d'agitation à l'entrée dans l'étude, le temps passé devant les écrans est encore un peu prédictif de certaines quantités de leur agitation au collège, et ainsi de suite. Il y a plusieurs études où on peut dire, globalement, c'est comme s'il y avait un effet un peu cumulatif. En plus, et ça c'est peut-être une petite touche personnelle dans cette affaire-là, mais j'ai coutume de dire que souvent, ces enfants qui sont les plus accrochés aux médias à écran, c'est ceux qui, dans l'enfance, ont l'air d'être les plus en difficulté avec leur capacité à être seuls, à faire les choses seuls. Et ces enfants, ça peut s'expliquer finalement. C'est-à-dire, d'abord, la capacité à être seul, c'est quelque chose qui se développe. Hein, c'est Winnicott qui a bien décrit des stades de développement de la capacité à être seul. Et finalement, j'ai l'impression que les médias à écran fonctionnent un peu pour l'être humain comme un simulateur de présence. Vous voyez, comme une télévision, enfin, vous êtes seul, vous ne supportez pas bien d'être seul chez vous, vous mettez une télé, ça fait du bien, voilà. Bon, si votre capacité à être seul est bonne, ça ne va pas entraver le reste. Mais l'enfant, elle est en train de se développer, sa capacité à être seul. Et parmi les enfants qui sont les gros consommateurs d'écran, ben c'est vraiment pas rare que les parents vous racontent que de toute façon, alors déjà, quand vous demandez à l'enfant qu'est-ce que tu aimes bien faire, il vous fait une liste d'activités à écran, il passe de l'une à l'autre. Et quand vous essayez d'insister, parce que parfois il faut insister pour dire, mais quand il n'y a pas tout ça, la télé est en panne, la Xbox est cassée, etc., qu'est-ce que tu fais ?
Et en fait, parfois l'enfant ne sait pas, et puis le parent vous dit mais il est toujours derrière moi, il est toujours dans mon dos, il me colle, il ne supporte pas que je sois au téléphone, etc. Typiquement, ce sont des enfants dont on peut dire qu'ils ont une véritable difficulté de ce côté-là. Ils n'arrivent pas à s'occuper seuls, ils n'arrivent pas à se sentir bien seuls dans leur chambre avec un jeu de construction. Et donc du point de vue psychologique, on voit qu'ils n'ont pas développé un monde intérieur suffisamment rassurant pour pouvoir se laisser aller à ce genre de rêverie. Voilà. Moi, mon impression, c'est que parmi les gros consommateurs, il y en a beaucoup des comme ça. Sauf que jamais les gens ils viennent vous consulter pour ça. Jamais on va voir un psy parce que mon enfant il a du mal à être seul, vous voyez. Par contre, on peut aller voir un psy parce qu'au bout d'un certain temps, il y a les problèmes scolaires, au bout d'un certain temps, il y a d'autres soucis. Et alors, accessoirement, ce qui donne du sens à cette façon de voir, je trouve, c'est que être dans une classe avec d'autres et partager l'attention de la maîtresse, c'est une expérience de la solitude. Hein, pour moi, c'est pas pareil que d'avoir un adulte qui s'occupe de vous en relation duel. Et bon, voilà. Et donc ces enfants sont rapidement, ils ont tous les symptômes du trouble attentionnel. Sauf que si vous les voyez à deux, alors ça aussi c'est une constatation rigolote de ces dernières années. J'aime bien jouer aux échecs avec mes patients. C'est un peu bizarre pour un psy, je sais, mais j'aime bien faire ça. Et je me suis aperçu que plein d'enfants qu'on appelle troubles attentionnels, quand vous êtes seul avec eux et que vous jouez aux échecs, ils n'ont pas de problème attentionnel. Donc voilà, ça apporte quand même du crédit à cette idée que bon, c'est pas uniquement un problème attentionnel au sens de l'attention. Bon, accessoirement, au-delà de l'effet simulateur de présence, il y a quand même aussi cette particularité de notre système attentionnel, de comment il est fait, et il est excité par ce qui bouge. Hein, il est excité par ce qui bouge, on a un système d'orientation de l'attention, et puis après, il y a notre choix ou pas de maintenir notre attention sur un stimulus, mais si le stimulus, il maintient en permanence notre attention parce qu'il nous rapporte des points, parce qu'il clignote, parce qu'il fait de la musique, parce que tout ça, ça nous demande très peu d'efforts du point de vue attentionnel. Vous voyez, un très beau livre sur l'attention, s'il y a des gens qui veulent lire là-dessus, parce que c'est vraiment intéressant, c'est le livre qui s'appelle Le cerveau... il y en a plusieurs, enfin c'est les livres de Jean-Philippe Lachaud, chez Odile Jacob, Lachaud, L-A-C-H-A-U-X, et le cerveau attentionnel, le cerveau attentif. Voilà, il en a écrit un deuxième qui s'appelle Le cerveau funambule, qui est un peu moins technique, mais à la limite je vous recommande plutôt le premier. Et la partie sur l'enfant hyperactif n'est pas ce que je préfère, parce que Jean-Philippe, ce n'était pas son domaine, vraiment. Alors c'est vraiment un chercheur de l'attention, et il explique bien ces choses-là. Et à un moment, il y a une très belle phrase, il dit qu'il ne connaît pas de lecture, de recherche scientifique qui démontrerait qu'aucun jeu vidéo ne peut aider l'attention. D'ailleurs, il dit, et bon, accessoirement, si vous lisez son livre, vous verrez que c'est un gars qui pratique la méditation, donc il y a un vrai intérêt pour la question de l'attention, par ailleurs, et il dit que quelque chose qui développerait l'attention. Pour développer l'attention, il faut plutôt au contraire un stimulus neutre et sans saveur. Mais il y a une logique, hein. C'est-à-dire que si l'attention elle est en permanence stimulée de l'extérieur, il y a peu de chances que le média vous aide à stabiliser votre attention volontairement. Hein, puisque la troisième composante de l'attention, en gros, il y a l'orientation de l'attention, ensuite il y a une composante de l'extérieur vers l'intérieur, et puis la troisième composante, c'est la composante volontaire de l'attention volontaire, et celle-là, c'est celle qui se développe. Les deux autres, elles sont quasiment présentes à la naissance. Donc, ça, voilà, ça c'est des choses qui m'ont vraiment passionné. J'ai fait un article là-dessus qui était dans le cercle, une revue de psy dont je pourrais donner le nom tout à l'heure, sur attention et écran, qui résume un peu ces affaires-là. Voilà bon, pourquoi ces choses-là m'ont intéressé. Écran, attention. Alors Sabine vous parlera d'autres choses, avec le langage, développement de la motricité, etc., chez les petits, parce que c'est vraiment son domaine de spécialité. C'est elle qui aurait dû commencer, mais elle va arriver. Il y a quelques années, on m'a demandé d'aller participer à un truc fascinant. C'était, je le dis parce que c'est sur Internet, les interventions de la journée, on peut encore les trouver. Je ne mens pas, ça s'appelait Délégation interministérielle pour, je ne sais pas trop quoi, de la pédagogie en Afrique. Un truc très bizarre. En fait, c'était une journée à la gloire du tableau blanc numérique interactif.
sponsorisé par un homme politique qui avait dû trouver un intérêt en fin de carrière à s'impliquer là-dedans, c'était Alain Madelin. Et c'était vraiment fascinant cette journée, c'est-à-dire c'était pour chanter des louanges du tableau blanc numérique interactif. Et en fait, c'était un copain qui devait intervenir, qui n'a pas pu le faire, qui me dit Bruno, est-ce que tu pourrais faire une présentation sur que dit la recherche sur l'apport du numérique dans l'éducation? Et j'ai vraiment préparé ma petite conférence en regardant vraiment ce que disait la recherche sur le sujet, sur les effets positifs du numérique dans l'éducation. Quand je suis arrivé, j'ai vu mon PowerPoint avec le titre que je viens de vous dire. Et là, il y a un gars qui arrive, qui se jette sur moi. Il y avait beaucoup de gens, j'allais dire de Microsoft, enfin, on sentait que c'était beaucoup partenariat public-privé. Et alors, un gars vient me voir, il me dit, ouais, il me tutoie, pourquoi pas, et il me dit, ouais, c'est super intéressant ta conférence, tiens, je te donne ma carte, il faut absolument qu'on se rencontre, machin, tout ça. Je regarde la carte, le gars, il vendait du Academia par ordinateur, vous voyez. Ça se vend beaucoup, ça, maintenant, je crois, hein, de l'aide scolaire, etc. Donc, il avait vu mon truc et il se disait, génial, voilà un gars qui va donner des arguments scientifiques à pourquoi mon business, il est bien. Parce que son business, il existait déjà. Vous voyez, donc il fallait des arguments scientifiques pour dire que c'était génial pour l'éducation numérique. Manque de peau, la présentation que j'ai faite, elle donnait plutôt des exemples qui allaient dans l'autre sens. Mais c'est pas de la mauvaise volonté de ma part, c'est que quand vous regardez la recherche, souvent, elle vous explique plutôt pourquoi une activité sur ordinateur est plutôt moins bien qu'une autre qui n'était pas sur ordinateur. Alors je peux donner un exemple évident, hein. L'apprentissage de l'écriture, l'orientation des lettres quand vous faites ça ou quand vous faites ça, c'est pas la même. Quand vous appuyez sur un clavier, c'est le même geste. Et bien le geste que vous faites aide à se rappeler de la lettre. Donc ça a été testé, ça, il y a des chercheurs français, c'est Jean-Luc Velay et Marique Loncan qui ont fait plusieurs papiers sur ce thème-là. Et si on veut rendre plus difficile l'acquisition de l'orientation spatiale des lettres, il n'y a qu'à apprendre à écrire sur un clavier. Voilà. Et ça, c'est logique. Je veux dire, il se trouve que c'est lié à notre système d'apprentissage qui est un peu plus complexe que ce qu'on croyait. Et apprendre, c'est pas uniquement aller de l'extérieur vers l'intérieur, c'est aussi... c'est pas uniquement visuel, par exemple, apprendre les lettres. La dimension gestuelle est vraiment importante pour le stockage. Voilà, donc ça c'était un exemple, mais il y en avait plusieurs. La conférence, pareil, elle est trouvable sans difficulté sur Internet. Mais j'étais vraiment fasciné par cette journée parce que c'était évident qu'il y avait de gros enjeux financiers derrière, l'adoption par l'éducation nationale de ces nouvelles technologies. À l'époque, comme moi je m'occupe plutôt d'enfants qui ont des troubles, je dirais, mon sujet c'était plus de donner des repères simples aux parents. Il y avait des recommandations pour l'usage des écrans de l'Académie de pédiatrie américaine de 2009. Je les avais traduites et elles sont sur le site Neuroscience Fiction aussi. Elles ont été revues en 2016, je dirais qu'elles ne sont pas complètement différentes. Il ne faut pas plus de 2-3 heures d'écran par jour, il ne faut pas trop mettre d'écran dans la chambre des enfants, pas de connexion Internet, il faut bien adapter le contenu à l'âge. C'est des petites choses franchement, mais si ces choses-là étaient juste respectées, on pourrait s'attendre en termes de santé publique à avoir un peu moins de soucis de comportement, d'apprentissage, même de surpoids. Vous voyez, il y a toute une dimension santé publique. Alors ça a été très bien expliqué pour la télévision par Michel Desmurget dans son livre TV Lobotomie, qui est peut-être un peu punchy, mais qui dit des choses justes. Et malheureusement, une grande partie de ce qu'il a dit pour la télé est tout à fait transposable aux activités ludiques sur ordinateur. Voilà. Sabine vous parlera de son petit, sa vidéo récente là, qui est excellente, de recommandations aux parents, ce qu'elle a appelé les 4 pas, donc je lui laisse ça. Et je passe un peu à la suite, en tout cas de mon intérêt pour ces affaires-là. C'est qu'il se trouve qu'à cette époque-là, donc j'arrivais, bienvenue Sabine Duflo, j'arrivais à Lyon professionnellement. C'est là que j'ai rencontré Michel Desmurget qui travaillait à l'Institut de sciences cognitives qui était à côté de l'hôpital où j'étais moi.
Et, et par ailleurs, je me suis retrouvé dans un centre hospitalier, enfin dans une unité d'hospitalisation où j'étais beaucoup amené à prescrire des médicaments, à revoir des traitements médicamenteux sur des enfants. Et forcément, j'ai dû me replonger dans la recherche sur les effets des médicaments, les effets indésirables, etc. Et c'est ce que les étudiants en médecine appellent à l'heure actuelle la lecture critique d'articles. C'est-à-dire qu'on vous donne un article de test de médicaments et on vous dit comment le désosser pour savoir véritablement la portée de ce que dit l'article ou de ce qu'il ne dit pas, etc. Et peut-être ça m'a rappelé le plaisir que j'avais à lire des romans policiers quand j'étais enfant, quoi. C'est-à-dire, on cherche quand même si les gens disent vrai, s'ils disent faux, si c'est bien fait, si c'est mal fait. Et j'ai envie de dire, voilà un truc auquel on devrait de temps en temps, on peut tous s'y mettre, vous voyez, ce genre de choses. A fortiori, les gens qui ont plutôt une formation scientifique, c'est vrai qu'il y a un petit peu de stats, c'est vrai que... Mais on devrait s'y mettre. Je vais y venir après, parce que ce qui me frappe maintenant, c'est que finalement, le moyen de vous faire croire qu'un truc est efficace alors qu'il ne l'est pas, c'est un peu le même que de vous faire croire qu'un médicament est efficace alors qu'il ne l'est pas forcément. Et quand on commence à s'amuser avec ça, alors là, il y a une pléthore d'occasions, en particulier dans nos médias. Quand vous entendez, par exemple, comme c'était le cas il y a 2 ans, les jeux vidéo violents diminuent l'agressivité, une étude a montré que, en général, ça commence comme ça. Alors, moi j'ai tendance à dire, dans ces cas-là, vous pouvez lire l'article du journal, du Nouvel Obs, du Monde, du Figaro, de qui vous voulez, mais c'est toujours intéressant, si on a accès ou moyen, d'aller regarder la source, l'article scientifique original, et puis de voir comment c'est fait, et puis de commencer à désosser un peu le truc, et c'est fascinant. Je veux dire, c'est quand même toujours les mêmes ficelles. Et il y a toujours un écart important entre ce que dit la conclusion de l'article, ce que dit le corps de l'article. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le spin. Ça, on met un petit peu de spin, mais après, bizarrement, cet article, s'il dit ce genre de choses, il va être balancé sur tous les grands médias. Vous allez en entendre parler sur M6, dans le Nouvel Obs, dans ci, dans ça. C'est quand même fascinant, je veux dire. Et c'est, à mon sens, un peu plus souvent quand les articles servent à un intérêt... commercial évident, typiquement là l'histoire des jeux vidéo violents qui diminuent l'agressivité, bon c'était vraiment pipeau, mais plusieurs grands médias en ont parlé un mois avant Noël, vous voyez. C'est à peu près la bonne époque là pour dire ça en ce moment, parce que c'est le moment limite où on vous explique que ça diminue l'agressivité, vous voyez. On a eu Super Mario augmente l'intelligence. Ça, c'était pas mal aussi. Alors, je peux vous donner la ficelle de celui-là parce que c'est une ficelle aussi bien connue des gens qui font de la lecture critique d'articles en médecine. C'était qu'en fait, ils avaient 2 populations microscopiques, évidemment, ce qui limite grandement la portée des résultats. Et ils mesuraient une petite zone du cortex préfrontal de la substance grise, autrement dit, ce qui est supposé être la couche de neurones, vous voyez. Et ceux qui jouaient beaucoup à Super Mario, ils avaient une couche un petit peu plus épaisse que ceux qui ne jouaient pas à Super Mario, vous voyez, autrement dit, ils avaient un peu plus de matière grise à cet endroit-là, et on sautait, donc ils sont plus intelligents. Vous voyez? Alors déjà ça s'appelle prendre un objectif secondaire pour un objectif primaire, parce que l'objectif primaire, ce serait est-ce qu'ils sont plus intelligents, est-ce que scolairement ils s'en sortent mieux, par exemple, ce qui n'est même pas abordé dans l'article. On prend un truc différent et qui fait penser à, et puis on vous dit, ça y est, c'est démontré. Accessoirement, moi je ne savais pas, mais ce que m'expliquait Michel Desmurget, c'est qu'il y a un certain nombre de tâches où, au contraire, quand on est expert, c'est plus fin. Vous voyez, fin et gros dans le système cerveau. Dans le cerveau, ça ne veut pas forcément dire plus compétent, moins compétent. Vous voyez? Donc, bon, voilà, c'est idiot, mais c'est passé dans les médias. Et alors, ce qui est intéressant quand on commence à s'intéresser à des choses comme ça et que c'est qu'on est parfois invité un peu plus dans des endroits, comme ici, parfois on fait des rencontres de gens qui vous racontent d'autres histoires que vous pouvez après continuer d'utiliser pour votre réflexion. Et alors il n'y a pas très longtemps, on m'a fait intervenir dans un truc qui s'appelle Fondation Entreprise Réussite Scolaire à Lyon, donc c'est quand même une petite émanation patronale lyonnaise qui s'intéresse depuis longtemps à l'enseignement des sciences, etc. Il y a des côtés plutôt sympas. Et évidemment, ils étaient aussi très branchés numérique. Et bizarrement, ils m'ont fait intervenir là. Ils savent,
genre de choses que je dis habituellement. Je me suis dit, c'est parce qu'ils veulent qu'il y ait un débat, tout ça. Ils m'ont donné 10 minutes, comme ça je risquais pas trop de nuire à l'ambiance générale de la soirée. Et il y avait le gars de l'OCDE, Pisa, un jeune économiste italien très sympathique, Francesco Avisetti, et qui a fait sa présentation. Il avait dû avoir, je sais pas, au moins une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. Et ça aussi, c'est fascinant, Pisa. Et ce qui est drôle, c'est qu'après on a dîné ensemble, je me suis rendu compte qu'on était d'accord sur tout, vous voyez, dans le fond. C'est-à-dire, c'est pas... Encore une fois, même les gens qui disent du bien, en général, ils savent ce qu'ils disent. Ils disent du bien, mais dans un contexte très précis, etc. Mais publiquement, c'est présenté comme plus gros que ça n'est. Vous voyez, c'est toujours l'idée du spin. Alors, je vais m'attarder un peu sur Pisa. Il faut savoir ce que c'est que l'OCDE, déjà. Il y a des gens qui ne se sont jamais posé la question. L'OCDE, c'est un think tank néolibéral international. Je veux dire, c'est tout. Si des gens ont des doutes sur la question, il y a un petit livre qui détaille ça très bien, ça s'appelle Le Grand Bond en arrière. C'est sur la politique néolibérale, et c'est écrit par Serge Halimi, éditeur du Monde diplomatique. Vous voyez, pas un grand révolutionnaire non plus, mais bon, qui est assez clairement identifié. Et il explique très bien, c'est ça l'OCDE. Donc, partant de là, l'OCDE fait des études régulièrement sur les systèmes éducatifs et tout, et bizarrement, c'est devenu quasiment une priorité de parler du numérique dans l'éducation. Enfin, il faut voir ce que c'est, les questions de numérique, de lecture numérique, de tout ça. Bon, c'est des tâches quand même extrêmement basiques, qui ont été... des compétences extrêmement basiques qui ont été testées en parallèle des compétences dites traditionnelles. Ils ont essayé de voir si l'usage du numérique changeait vraiment l'éducation, dans le sens où plus on utiliserait le numérique dans l'éducation, plus les enfants seraient performants en lecture, en mathématiques, etc. Et ils ont inclus de la lecture sur écran, je ne sais plus quelle tâche qu'ils appellent de compétences numériques, enfin des choses très très basiques, mais surtout les compétences normales, vous voyez, les autres, le socle. Et malheureusement, les résultats sont quand même globalement pas bons. Vous voyez, c'est pas exagéré de dire que là où il y a plus de numérique, le niveau est plus bas jusqu'à présent, globalement. Et alors, ce qui est fascinant, je trouve, et je vous incite à regarder le fascicule, Connecter pour apprendre, les élèves et les nouvelles technologies, principaux résultats, donc c'est l'étude PISA, la dernière. Au passage, à cette époque-là, c'était en juin dernier, quand on a discuté après, il m'a dit, bah tiens, à la fin de l'année, on aura des nouveaux résultats, etc. On est déjà en train de travailler dessus. Je lui ai demandé, alors, est-ce que c'est très différent? Il m'a dit, non, pas du tout, c'est les mêmes. Pour le moment, il n'y a pas encore... La grande révolution, on l'attend toujours. Ce que je trouve intéressant, c'est comment c'est présenté. C'est-à-dire, il y a un travail de com' autour de... C'est le titre de ma présentation, vous voyez, il y a ce que dit la recherche et ce que dit la com' autour. La recherche, elle dit ce que je viens de vous dire à peu près. De façon globale, plus de numérique dans l'éducation, c'est plutôt un niveau plus faible pour le moment. Alors, lui, quand il a présenté les choses, comme il travaille pour l'OCDE, il a présenté les choses de façon très subtile. C'est-à-dire, il a dit des doses... il a parlé évidemment tout le potentiel éducatif du numérique. Mais ça, c'est pas de la science pour le moment. Potentiel, c'est ce que vous aimeriez bien voir arriver, c'est pas ce qu'on a observé. Vous voyez? Et... il a dit quelque chose comme, il a quand même parlé d'un effet positif pour des doses modérées de numérique dans l'éducation. Il a parlé de la mise en évidence d'un effet positif pour une dose modérée de numérique dans l'éducation. J'avais des amies enseignantes qui étaient venues écouter la soirée, là. Comme il n'a pas pris la peine de préciser, je suis allé les voir après, je leur ai demandé, à ton avis, c'est quoi une dose modérée de numérique dans l'éducation? Je sais pas, 1 heure par jour, je sais pas quoi. J'ai dit, ben non, quand on regarde la courbe de PISA, ça fait comme ça entre 0 et quelque chose qui est entre 2 fois par mois et 1 fois par semaine. Ok? Et après, ça chute. C'est ça une dose modérée à l'heure actuelle. C'est intéressant quand même d'aller au moins jusqu'à ce niveau de détail. Donc les courbes, elles sont toutes dans la synthèse. Ce que je trouve fascinant, je ne vais pas vous la lire en entier parce que, voilà, ce que je trouve fascinant, c'est que ça commence par des choses assez positives, ça se termine par des choses assez positives, et ils ne peuvent pas être complètement malhonnêtes. Vous voyez, ils montrent quand même les résultats de ce qu'ils ont observé, et au milieu, on voit des vraies phrases de ce qu'ils ont vraiment observé. Alors, typiquement, moi, dans les vraies phrases que je trouve, j'allais dire tristement réalistes, je vous en lis une.
parce que c'est par rapport à la question du levier majeur. Est-ce que le numérique est un levier majeur? Peut-être dans nos rêves, peut-être un jour, peut-être je ne sais pas quoi, mais pour le moment, ce que dit PISA, le fait de garantir l'acquisition par chaque enfant d'un niveau de compétence de base en compréhension de l'écrit et en mathématiques est bien plus susceptible d'améliorer l'égalité des chances dans notre monde numérique que l'élargissement ou la subvention de l'accès aux appareils et services de haute technologie. Vous voyez, une phrase comme ça, on devrait juste l'encadrer. Hein. Je veux dire, Et alors attendez, c'est pas tout, parce que je comprends que vous êtes quand même en majorité des enseignants. Et il y a des trucs. Moi, à votre place, ça me mettrait en colère. Mais j'en ai discuté avec des amis enseignants, ils m'ont dit « Oui, mais tu comprends, si on commence à râler contre ces phrases-là, on va encore passer pour des gens rétrogrades, etc. Donc il vaut mieux ne pas trop la ramener. Enfin, quand même. Alors il y avait un autre truc, j'y viendrai après, rapidement. Mais là, par exemple, dans ce truc de PISA, là, alors c'est dans l'introduction, dans l'avant-propos. Pareil, attention. Afin de concrétiser les promesses de nouvelles technologies. Vous voyez, c'est qu'il y a des promesses pour le moment. Les pays ont besoin d'une stratégie convaincante pour renforcer les capacités des enseignants. C'est vous. Attendez. Et les décideurs doivent redoubler leurs efforts pour obtenir l'appui que la réalisation de ces objectifs nécessite. C'est comment on va s'y prendre pour vous aider à mieux comprendre un truc que vous n'avez pas encore compris, qu'il faut que vous compreniez. Compte tenu des incertitudes accompagnant tout changement, les professionnels de l'éducation opteront toujours pour le maintien du statu quo. Hein, vraiment, vous êtes des gens complètement rigides. Si nous souhaitons mobiliser les appuis en faveur d'une école plus ouverte aux nouvelles technologies, nous devons mettre en place de meilleures stratégies pour communiquer sur la nécessité du changement et pour mobiliser les soutiens en sa faveur. Voilà. Donc il faut investir dans la communication, etc. Et évidemment, il est crucial que les enseignants deviennent des acteurs engagés de ce changement en participant non seulement à la mise en œuvre des innovations, mais aussi à leur conception. Et alors ça m'a fait penser à un truc. Puisque les enseignants peut-être refusent pour des bonnes raisons, mais ça c'est pas forcément envisagé par eux, ou résistent pour des bonnes raisons. Moi, à votre place, j'aurais envie de résister pour une raison simple, je dirais, dans le fond, peut-être que c'est un médicament, mais je refuse de généraliser un médicament à toute la population tant qu'il n'a pas été montré des effets clairs sur au moins une sous-population. Vous voyez ce qu'on fait pour un médicament, hein. On le teste avant de l'envoyer à tout le monde. Et bien, ça me fait penser, la dernière phrase, en participant non seulement à la mise en œuvre, mais aussi à leur conception, c'est-à-dire, regardez, c'est vous qui faites, donc c'est bien puisque c'est vous qui faites. Et bien, chez les médecins, il y a un truc qui s'appelle les études de seeding, S-2-E-D-I-N-G, comme une graine, seeding. Et en fait, c'est futé, c'est vous êtes un labo, vous avez un nouveau médicament, mais vous aimeriez bien que les médecins le prescrivent. Vous allez voir des médecins, et en général, vous n'allez pas voir les plus célèbres ou les grands universitaires, vous allez même voir des gars en privé, en clinique, etc. Et vous leur dites, écoutez, on aurait besoin de médecins qui aimeraient tester un nouveau médicament très prometteur, qui accepteraient de participer à une étude, c'est rémunéré un petit peu, voilà, mais bon, en même temps, ça participe à l'avancement de la science, etc. Autrement dit, c'est très valorisant pour le médecin. Okay. Une étude de seeding, c'est une étude qui ressemble à une étude de test de médicaments et qui ne sert strictement à rien. Le seul but, c'est que les médecins se mettent à prescrire le nouveau médicament, en ayant l'impression qu'en plus ils ont participé à son élaboration. Enfin, vous voyez, c'est fort quand même. Et bien ça, c'est de la com. C'est fort. Moi, je trouve que c'est inventif. Alors voilà, pour ça, c'est pour... alors, oui, pour PISA. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'en ce moment, il y a une espèce d'uniformité dans le discours. Si vous voulez, je vous ai dit ce qu'était l'OCDE, vous saviez peut-être déjà d'ailleurs. Au niveau international, en France, on a ce genre de choses au niveau français. Et typiquement, on a l'Institut Montaigne. L'Institut Montaigne, PDG Henri de Castries, PDG d'AXA, qui a fait un joli rapport, le numérique pour réussir dès l'école primaire. Donc ça, c'est l'année dernière. Alors ça, c'est fascinant. La personne qui a attiré mon attention là-dessus, c'est quelqu'un dont vous devriez connaître le site, si ce n'est pas déjà fait, c'est Loïs Bono. Loïs Bono, il a fait un très beau site qui s'appelle lavimoderne.net, et c'est un gars qui est
en plus d'être enseignant de français langues anciennes, il est passionné, il fait son site, il programme, il est très compétent au niveau informatique, mais il est exaspéré par ce langage de com pseudo-technologique. Et alors il m'a envoyé une vidéo en me disant qu'il y avait un certain Nicolas Harley, qui était le gars qui faisait une des 2 vidéos de présentation de ça. Alors moi ça m'amusait parce qu'on a le même nom, je ne le connaissais pas. Je vois la vidéo, il a l'air gentil, il parle avec beaucoup de conviction, etc. Je dis mais c'est quoi son métier, il fait quoi dans la vie, Nicolas Harley? Il travaille chez BCG, Boston Consulting Group. C'est une boîte internationale de conseil en stratégie. Pourquoi est-ce qu'on paye des gens dont le métier, c'est à un très haut niveau, la com, la stratégie de communication, je suppose, pour nous persuader d'un truc, si vraiment le truc, vous voyez, il est solide. Pourquoi, enfin, on devrait se poser des questions là-dessus. Et alors, il parle de ce rapport, la numérique, progression dans l'éducation. Et alors, je ne connais pas grand-chose en économie, d'ailleurs s'il y a des économistes qui veulent m'éclairer après, je serais très intéressé, mais je croyais comprendre que les politiques libérales, c'était pour le moins possible d'intervention de l'État, vous voyez, c'est qu'il faut que le business fleurisse avec l'argent privé, etc. Et c'est Noam Chomsky qui dit régulièrement, pourtant dans la réalité c'est tout le contraire qui se passe. Toutes les grandes technologies, Internet et les autres, ont été développées sur des budgets d'université, et ensuite les brevets ont été utilisés dans le privé. C'est toujours comme ça que ça se passe. Il dit que c'est bizarrement, parce que normalement le libéralisme c'est exactement le contraire. Alors là on a une illustration de ça qui est stupéfiante. Ces gens qui sont tous des émanations de grandes boîtes privées nous proposent la création d'une fondation pour l'éducation à gouvernance collégiale pilotée par des chercheurs, etc. Un financement à hauteur de 100 millions d'euros pour démarrer pourrait provenir des subventions de l'État, de collectivités locales ou encore de la Caisse des dépôts et consignations. Voilà. Et ces 100 millions pourraient servir à faire de la recherche sur le numérique dans l'éducation, subventionner, j'imagine, tous ces gens très sympas qui font des tas de choses très très bien pour nos enfants plus tard. Enfin, c'est voilà, le genre de proposition importante qu'on a, c'est fait avec beaucoup de gentillesse et de conviction. Voilà, sans problème. Institut Montaigne. Alors, un petit livre que j'ai trouvé très instructif à cette rentrée parce qu'il sort complètement de mes sujets habituels, c'est celui de Philippe Biwix et Karine Mauvilly, Le désastre de l'éducation numérique, de l'école numérique. C'est intéressant parce qu'il reprend l'historique des nombreux plans numériques qu'on a eu en France. Il reprend aussi un historique rigolo. Et il cite un article d'un certain Kevin Houston, mathématicien, et l'article s'appelle « Insert technology here » entre « Will revolutionize education ». Autrement dit, mettez la technologie que vous voulez, et la suite de la phrase c'est « va révolutionner l'éducation ». Okay. Et alors il montre qu'avant l'ordinateur, on a eu la télé, la radio, il y a même... On pourrait aller jusqu'à la lanterne magique ou d'autres choses. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, c'est porteur peut-être d'espoir. Et forcément, ceux qui sont dans le business de cette technologie-là, ils ont envie d'être subventionnés pour continuer à faire grandir leur business. C'est parfaitement légitime. Vous verrez aussi, et ça m'a rappelé la journée sur les tableaux blancs dont je vous parlais tout à l'heure, où Microsoft était très présent. Il parle quand même de cet accord qui aurait été signé en novembre 2015 entre l'éducation nationale et Microsoft à hauteur de partenariat à hauteur de 13 millions d'euros. Voilà, donc c'est évident qu'on n'est pas dans un domaine où c'est uniquement la raison qui guide les choix. Vous voyez, il y a d'autres enjeux, comme on dit. Donc ça, c'est assez bien détaillé dans le livre de Philippe Biwix. Et toute une dimension qui pour moi était, sur laquelle je ne m'étais pas du tout penché jusqu'à présent, puisque encore une fois j'ai abordé ces questions-là plutôt sous l'angle de la petite recherche scientifique et des effets sur le développement psychologique. Philippe Biwix, qui est ingénieur et qui a l'air d'avoir un certain souci des questions d'environnement, nous explique pourquoi, du point de vue environnemental, c'est une catastrophe absolue. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que de moins détruire les arbres pour faire des livres, c'est bon pour l'environnement. Quand on a lu ça, normalement, on pense le contraire. Il vaut mieux les livres, il n'y a pas de doute. Enfin bon, voilà, ça c'est quand même à mon avis, un livre qui devrait
peser au moins dans les discussions. Je veux dire, peut-être que ces arguments sont faux, mais il faudra encore qu'on m'explique pourquoi ils sont faux. Et plus récemment, j'étais content de rencontrer quelqu'un qui a participé à l'appel de Beauchastel. Enfin, je suis content de voir qu'il y a chez les enseignants de plus en plus de gens qui se questionnent et qui se mobilisent, ce qui me fait penser que peut-être on aurait intérêt entre professions à réfléchir un peu collectivement. Si vous voulez, les psys, voilà, je vous ai dit les raisons pour lesquelles on était embêtés, mais de plus en plus on est proche des orthophonistes, qui ne sont pas du tout dupes, hein, même si ça leur donne beaucoup de boulot. Quelque part, elles n'ont pas fait leurs études pour devenir la succursale d'Academia. Vous voyez, elles étaient censées s'occuper d'enfants avec des troubles spécifiques, et elles se rendent compte qu'elles font beaucoup de réparation de la casse de ce côté-là. Donc psy, orthophoniste, psychomotricienne, enfin bon, je pense Sabine vous parlera de l'aspect moteur, langagier, tout ça, donc je lui laisse. Et je me dis, les enseignants, dans le fond, on a affaire un peu au même type de soucis. Et d'ailleurs, de plus en plus de parents, je pense, se questionnent et ont besoin de repères assez clairs par rapport à ce qui est souhaitable finalement pour limiter les soucis. Et jusqu'à présent, l'impression qu'on avait, c'était que les pouvoirs publics, dans leur volonté finalement de ne nuire à personne, et en particulier pas à ceux qui font l'économie numérique, donnent souvent des recommandations difficiles à suivre et finalement très peu limitatives. Il faut voir les pédiatres américains à quel point ils ont été attaqués pour leurs recommandations, parce que 2-3 heures par jour, d'ailleurs c'est la dernière, c'est celle qui a sauté. Vous voyez, c'est-à-dire que quand on dit moins de 2-3 heures par jour d'écran, la plupart des gens comment dire, chez les enseignants, beaucoup de gens vont dire « Oh, mais 2-3 heures, c'est déjà beaucoup », vous voyez. Mais en réalité, les études épidémiologiques, enfin, sur le sujet, montrent qu'en réalité, c'est une minorité d'enfants qui satisfont les recommandations des pédiatres. Voilà, donc je vais peut-être m'arrêter pour la présentation générale. Je vais vous montrer quelques minutes de ce jeu qui a plutôt bien marché commercialement parlant. Parce que c'est important d'avoir une idée quand même de à quoi jouent nos petits patients ou élèves, etc. Ce qu'on entend, c'est des vidéos que j'ai trouvées sur YouTube, et les commentaires qu'on entend, c'est un joueur qui s'est filmé. C'est un joueur qui s'est filmé en train de jouer. J'ai conscience qu'en faisant ça, quelque part, je fais de la pub pour GTA. Vous voyez, c'est horrible, hein, mais bon, voilà. Je le dis d'autant plus que j'ai entendu raconté par un gars qui était responsable de la société qui a fait la distribution de GTA, comment ils ont fait le marketing de GTA. Et c'est hyper intelligent. GTA 1, c'était un jeu tout à fait violent, tout à fait antisocial et tout ce qu'on veut, mais il n'était pas bon. Du point de vue jouabilité, c'était pas un super jeu. C'est-à-dire qu'il avait plutôt des mauvaises notes dans les bancs d'essai de joueurs. Okay, ils se sont demandé chez Rockstar, la boîte, comment ils allaient faire la pub. Ils ont demandé à une boîte de com. La boîte de com leur a dit « Envoyez ça aux parlementaires anglais en disant « Vous ne trouvez pas que c'est scandaleux un jeu comme ça qu'il faudrait l'interdire ?» Et c'est ça qui a fait la publicité pour le jeu. Donc vraiment, la communication, pareil, c'est un sujet important dans les ouvrages de Noam Chomsky, ce qu'on appelle les public relations. C'est d'une intelligence incroyable. Et Chomsky cite toujours Edward Bernays, dont je recommande volontiers le livre Propaganda. Et on comprend que la pub, c'est un truc futé quand même. Vous voyez, et donc là, pour ce jeu, la pub elle a été faite comme ça, ce qui fait que ça fait une pub énorme. Beaucoup de gens ont acheté ce mauvais jeu, et ça a donné l'argent pour en faire ce que c'est devenu, c'est-à-dire un jeu dont le budget est supérieur à celui d'un film. C'est une grosse machine du jeu vidéo GTA. Ah tiens, les petits randonneurs là. Salut randonneur du dimanche. Boum. Il a fait tomber ses lunettes. Tiens, un coup de pied. Ah, tu veux te battre toi? Oh, j'aurais pas aimé. Oh mais... Tiens, tout explose. Je crois qu'on va se quitter après cette mort là. Sinon on va dépasser notre temps. Qu'est-ce qu'on prend? Ah tiens, j'adore ce fusil à pompe là. Fire. Pou, 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 pou. You too, baby. I love you. I love you. I love you.
Who's your creepy? D'amis pour la prochaine fois, voilà. Mais si vous voulez récupérer votre argent, il y a un moyen très simple d'avoir des coups gratuits. Et oui, Kelly Mehdi vous donne la solution, c'est de la tuer tout simplement. Donc c'est parti. Allez. Excuse-moi, j'ai bien aimé ton service, mais tu restes qu'une pute. Donc on va te massacrer. Voilà, donc on va récupérer notre argent. Voilà, ni vu ni connu, vu qu'on est sur un endroit isolé. C'est pour ça que être pute, c'est pas facile dans la vie. Voilà. Donc, voilà, on a récupéré notre... Voilà, vous pouvez également changer la caméra, divers points de vue. Et vous pouvez continuer à toucher tant que le videur il est pas là. Si le videur vous surprend en train de la toucher une deuxième fois, bah vous faites gicler du club de striptease. Et ça serait dommage, surtout si vous gagnez beaucoup en attirance sur Saphir. Plus qu'un petit peu. On commence à ploter. C'est parti. Et voilà. You look so peaceful sleeping there. I don't want to wake him. Here goes. The light. Let me go through it. Voilà. Évidemment qu'il y a toujours des gens pour dire que c'est très bien fait, c'est une satire de la société américaine, c'est ce que vous voulez. Oui, oui, puis il y a un scénario, ça a sans doute été très pensé, tout ce qu'on veut. La question pour moi, c'est est-ce que jusqu'à quel point c'est adapté ou pas à un enfant de 6, 8, 10, 12, 14, vous voyez. Ce jeu-là, officiellement, il est déconseillé en dessous de 18 ans. Voilà. Et de l'avis de tous les gros joueurs que je connais, c'est parfaitement justifié, et même 18 c'est un peu léger, vous voyez, il serait presque recommandé au-dessus. C'est de l'avis des joueurs, hein. Donc c'est vrai que beaucoup de parents ne savent juste pas, à vos regards visiblement, il n'y a pas que les parents de mes patients qui ne savent pas. Et là c'est un exemple, hein. C'est GTA, c'est une grosse machine commerciale, mais j'aurais pu choisir Call of Duty, le gros jeu de guerre à la mode, j'aurais pu choisir d'autres choses. Voilà. Il y a plein d'autres sujets dont on n'a pas, que j'ai pas abordé ce matin, comme par exemple la question de l'addiction aux écrans. Il faut savoir que c'est pas forcément ces jeux-là qui sont les plus accrocheurs, et qu'il y a toute une autre problématique, qui est celle des jeux multijoueurs en réseau, en ligne, etc., qui sont beaucoup plus accrocheurs et beaucoup moins violents d'ailleurs en général. Voilà. Ok, merci, on va être obligé de s'arrêter. On remercie Bruno pour son intervention.